Donc, nous avons vu donc comment implémenter un microservice d'une manière générale et nous avons vu avec Spring Boot principalement. Donc, c'est très simple de mettre en place un microservice. Mais il ne faut pas oublier que dans une application, généralement, il y a deux parties. Il y a la partie back-end et la partie front-end. Bon, la partie back-end, donc forcément, on a besoin d'utiliser des technologies back-end. Principalement, pour nous, on utilise la technologie Java, J2E, notamment avec le framework Spring. Mais bien sûr, dans les applications, on peut bien utiliser du PHP, on peut utiliser .NET, on peut utiliser Node.js, Python. Globalement, on peut toujours utiliser plusieurs technologies pour créer des applications back-end. D'ailleurs, avec l'approche microservice, nous avons dit que on peut bien avoir un microservice développé basé sur Spring, un autre microservice basé sur PHP, etc. Maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie front-end parce qu'en fait, à un moment donné, il faudrait développer une application web d'une manière générale et aussi des applications mobiles. Donc, forcément, vous aurez besoin de maîtriser un framework front-end pour les applications web, mais aussi une technologie de développement mobile. Vous aurez l'occasion de voir tout ça. Voilà, la partie backend, comme je disais, ça peut être développé avec des technologies différentes, mais après pour la partie front-end, généralement vous avez besoin d'utiliser un framework qui permet de créer la partie front des applications web, voilà, la partie UI. Alors bon, il y a des frameworks qui sont bien sûr souvent utilisés, qui sont assez connus, parmi lesquels il y a Angular. Angular, c'est l'un des frameworks, on va dire, les plus utilisés dans les grands projets d'une manière générale, tout comme React et aussi Vue.js. Donc ça, c'est on va dire, les trois frameworks les plus courants que les entreprises utilisent pour développer les parties front des applications web. Alors, nous, on va s'intéresser au framework Angular, parce que c'est l'un des frameworks, comme je disais, du moment que vous êtes dans un niveau ingénieur, et souvent, quand vous êtes dans des entreprises, dans les grands projets, souvent, il y a plus de demandes, notamment sur la maîtrise du framework Angular. Il y a des moments que vous avez déjà travaillé avec Spring, et vous savez ce que c'est le principe de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. Donc, c'est d'ailleurs la base du framework Spring. C'est plus simple d'utiliser Angular. Parce qu'on va voir que Angular également c'est un framework qui est basé sur l'injection des dépendances, tout comme Spring bien sûr comme technologie backend. Alors, d'une manière générale, on peut dire que Angular c'est quoi? En fait, Angular c'est un framework qui permet de créer la partie front-end web des applications, et c'est un framework qui permet de créer des applications de type Single Page Application. Single Page Application, SPA. Alors ça veut dire quoi Single Page Application? Ça veut dire que dans une application Angular, vous avez une seule page. La page c'est index.html, c'est la page qui se trouve dans l'application. Et après index.html, cette page-là, c'est dans cette page-là qu'on va afficher le contenu de l'application. Et toute partie du contenu de l'application, c'est ce qu'on appelle les web components, les composants web. Et ce qui se passe dans cette page-là, on va utiliser le framework Angular. Et ce framework-là, c'est lui qui va nous permettre d'envoyer des requêtes HTTP vers la partie backend, notamment en envoyant des requêtes HTTP. Bon, souvent, derrière la partie backend, on trouve des REST controllers, ou bien REST APIs, ou bien des microservices qu'on a déjà travaillé. Et généralement, le résultat retourné, c'est des données au format JSON. Et après, on récupère les données JSON, et après, avec Angular, va utiliser son moteur de template pour afficher ces données-là dans les web components. On a l'impression que nous sommes dans une application avec plusieurs pages, mais en réalité, les applications Angular sont des single page application, et ça va offrir beaucoup d'avantages pour l'application, et ça va faciliter beaucoup de choses, vous allez voir le principe. Alors on y arrive, on va comprendre un peu les concepts de base de Angular, et on verra un petit peu d'abord ces concepts fondamentaux
de Angular. Alors pour les versions, il faut juste noter que dans Angular, donc, il y avait d'abord, depuis très longtemps d'ailleurs, il y avait la première version de Angular qui s'appelait AngularJS. AngularJS, c'était la première version de Angular qui était basée sur le pattern MVC côté client. Et également pour développer des applications Angular, on utilisait du JavaScript natif. Bon, après les choses ont changé parce qu'après, il y a déjà plusieurs années, il y a plus de 5 ans je pense, il y a la création d'une nouvelle version de Angular qui s'appelait Angular 2, tout simplement qui s'appelle Angular, et qui est une réécriture complète de AngularJS. Donc c'est-à-dire que c'est complètement les gens qui ont travaillé avec l'ancienne version AngularJS et qui sont passés après par la suite vers Angular, ben, ils ont l'impression qu'il s'agit d'un nouveau framework parce que c'est carrément c'est une refonte, c'est-à-dire il y a un grand changement. Alors c'est quoi ce changement? D'abord dans Angular, c'est que bon, au lieu de travailler avec du JavaScript natif, parce que vous savez le problème de JavaScript, c'est que c'est un langage qui n'est pas... Il est très difficile de développer des grandes applications avec du JavaScript natif. Pourquoi? Parce qu'avec du JavaScript natif, bon, c'est un langage qui n'implémente pas forcément tous les fondamentaux de l'orienté objet. Et c'est très difficile de créer des applications modulaires avec des classes, avec des interfaces. C'est un peu très compliqué d'implémenter les design patterns avec du JavaScript. Donc ce qui fait que, après par la suite, il y a un langage qui avait été créé qui s'appelle TypeScript. Alors TypeScript, c'est un langage en quelque sorte qui est orienté objet, structuré, facile à utiliser, tout comme les langages comme Java, qu'on peut utiliser pour développer des applications JavaScript. C'est-à-dire l'idée principale, c'est d'utiliser TypeScript pour développer l'application. Et après, quand l'application sera compilée, elle va être traduite en JavaScript. Donc c'est le compilateur qui va générer du JavaScript à partir du TypeScript. Donc ce qui fait quasiment les développeurs qui travaillent avec JavaScript, dans la majorité des cas, ils vont préférer parfois travailler avec TypeScript. Donc en tout cas, donc Angular il est basé sur TypeScript et également il est basé sur ce qu'on appelle les Web Components et non pas le pattern MVC. Donc les Web Components, c'est quelque chose qui a été introduit dans HTML5. Ben, il décode donc tous les frameworks modernes UI. Généralement, ils sont plutôt basés sur les composants web. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Chaque partie de l'application, d'une application web, c'est chaque élément, si vous voulez, d'une application, ce qu'on appelle un web component. Donc après, par la suite, on va voir comment il est construit. Après, donc, il y a quasiment chaque 6 mois, il y a une version qui sort de Angular. Version 4, 5, 6, 7, etc. Aujourd'hui, c'est la version 13. Ben, du coup, donc, depuis la version 2 jusqu'à la version 13, c'est ce qu'on appelle tout simplement Angular. Et la version 1, c'est ce qu'on appelle AngularJS. Donc, c'est juste pour faire la différence parce que parfois, il y a des anciens projets qui sont basés sur AngularJS. Quand vous êtes Angular, il faut toujours préciser. Parce que c'est AngularJS l'ancien, d'ailleurs, qui n'est plus maintenu, c'est-à-dire en termes des mises à jour, ce qui fait que même les anciens projets, carrément, les anciens projets sont maintenant obligés de faire en quelque sorte une migration vers Angular, mais depuis bien sûr plusieurs années, donc AngularJS n'est plus d'actualité, donc nous on s'intéresse à Angular. C'est la société SAM toujours? C'est Google. En fait, Angular, c'est un framework qui est développé par Google. Donc, c'est Google qui est... C'est un framework... D'ailleurs, bon, dans ce niveau-là, vous avez Facebook qui a React et Google qui a Angular. Donc, c'est les frameworks les plus concurrents dans ce domaine. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc TypeScript, donc c'est un langage qu'on va utiliser, c'est pour développer des applications JavaScript. C'est-à-dire, on écrit l'application avec TypeScript et après l'application... Déjà, TypeScript, c'est un langage qui est structuré, qui est orienté objet. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec un langage orienté objet, c'est plus simple d'utiliser TypeScript. Et après, l'application, il va être compilée pour être traduite en JavaScript. Alors, si vous voulez travailler avec Angular,
Donc vous aurez besoin d'installer d'abord un outil qui s'appelle Node.js. En fait, Node.js, c'est un outil qui est utilisé par, en quelque sorte, tous les développeurs front-end des applications web. Donc Node.js, c'est le premier outil qu'on va installer. C'est très rapide. Une fois qu'on installe Node.js, vous disposez d'une commande qui s'appelle npm. npm, c'est Node Package Manager. Alors npm, c'est l'outil qu'on va utiliser, c'est pour installer les dépendances dans un projet. C'est-à-dire toutes les librairies qu'on va utiliser dans un projet Angular, enfin pas forcément Angular, c'est d'une manière générale les projets JavaScript. C'est-à-dire dans un projet JavaScript, vous avez besoin des librairies et toutes les dépendances qu'on va utiliser dans une application JavaScript d'une manière générale peuvent être installées avec l'outil npm. Alors si vous voulez, npm, c'est à peu près l'équivalent de Maven pour les applications Java. Parce qu'en fait, on a déjà utilisé des projets Maven. Nous avons vu qu'avec Maven, c'est l'outil qui va vous permettre de télécharger les dépendances de votre projet. Alors pour les applications front-end web, c'est Node.js, c'est NPM, Node Package Manager. Ah, oui? C'est quoi le processus du NPM quand il télécharge les librairies? Où est-ce qu'il les stocke? Comment? C'est quoi le processus du NPM lorsqu'il télécharge les librairies? Où est-ce qu'il les stocke? Oui, je vais vous montrer. Alors ici vous avez la commande npm, c'est en fait la commande qu'on va utiliser pour installer les dépendances. Et la première des choses qu'on va installer, c'est Angular CLI. Donc en fait Angular CLI, c'est en fait les outils de Angular, c'est les outils qui vont vous permettre de créer, de développer, de compiler, de distribuer les applications Angular. Et justement pour installer un Angular CLI, on va utiliser la commande npm install. Et la dépendance, c'est Angular CLI, ça s'écrit comme ça. Donc on va l'installer d'une manière globale avec l'option "-g". "-g", c'est global, c'est-à-dire il va être installé une fois pour toutes dans votre machine. Donc comme ça, vous pouvez, si vous installez en fait Angular CLI, vous disposez d'une commande qui s'appelle "-ng". "-ng", ça c'est Angular, c'est les outils de Angular, c'est Angular CLI. Et bien justement, on va l'utiliser pour installer les dépendances dans le projet. On va utiliser "-ng", c'est pour créer d'abord un projet Angular. Et si vous voulez créer un projet Angular, on va utiliser la commande "-ng", new, le nom du projet. Alors par exemple, je vais créer un projet qui s'appelle First App. Alors en fait, cette commande "-ng", qu'est-ce qu'elle fait? Angular, il va télécharger un modèle de projet et après, il va créer un dossier First App dans lequel on va trouver un certain nombre de fichiers que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors si vous voulez tester un projet Angular, on va utiliser la commande "-ng-serve". Alors quand vous tapez "-ng-serve", cette commande-là, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait ce qu'on appelle "-ng-build", il construit le projet, il compile, parce qu'en fait votre projet c'est un ensemble de fichiers, TypeScript, etc. Donc il doit compiler pour traduire TypeScript en JavaScript, etc. Et en même temps, il va démarrer un serveur local Node.js sur le port 4200. Donc si vous tapez http localhost 4200, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le projet, c'est-à-dire vous allez voir en fait la page index.html qui affiche un web component que vous voyez ici. Donc ça veut dire que pour tester l'application Angular, on va utiliser localhost 4200 et on peut voir le contenu de l'application. Alors maintenant, si vous voulez éditer un projet Angular, les IDE les plus utilisés, il y a IntelliJ, Visual Studio Code. Les gens qui ont l'habitude de travailler qui font du back-end avec du Java, ils vont préférer travailler avec IntelliJ parce que c'est un environnement qui est complet, qui fait pratiquement tout. Mais ceux qui font que du front-end souvent et qui font pas du back-end, ils vont préférer souvent travailler avec VS Code, Visual Studio Code, qui est également un IDE qui est très utilisé dans ce domaine. Alors, un projet Angular, c'est un projet Node.js. Et c'est quoi un projet Node.js? C'est un projet qui dispose d'un fichier qui s'appelle package.json. Vous voyez ici, il y a un fichier qui s'appelle package.json. Alors, ce fichier package.json, c'est le fichier dans lequel on déclare les dépendances.
C'est-à-dire toutes les dépendances du projet sont déclarées dans ce fichier. C'est à peu près l'équivalent du fichier POM XML pour un projet Java. Et là, on déclare les dépendances. Et pour installer les dépendances d'un projet Node.js, on utilise la commande npm install. C'est-à-dire quand je tape sur un projet npm install, c'est-à-dire je lui demande installe-moi les dépendances. Qu'est-ce qu'il va faire npm? Il va se connecter, il va télécharger les dépendances et pour répondre à ta question, ces dépendances, il va les placer dans un dossier qui s'appelle Node module. Donc c'est-à-dire dans votre projet, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Node module. Alors dans ce dossier-là, Node module, c'est là il va télécharger toutes les librairies généralement et toutes les dépendances que vous utilisez dans un projet Angular. Et d'ailleurs, c'est un dossier qui est trop lourd. Il y a beaucoup de fichiers dedans. C'est-à-dire quand vous allez copier votre projet, par exemple, ou bien vous voulez le pousser sur GitHub par exemple, c'est pas la peine de prendre ce dossier-là parce que, d'ailleurs, si vous voulez copier dans votre clé, ça prend beaucoup de temps pour le copier et ça sert à rien de copier ce dossier-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez vers une autre machine, vous tapez encore la commande npm install et il va télécharger les dépendances. Donc, si c'est 50 fois plus rapide d'installer les dépendances, parce que les dépendances peuvent être installées ça peut s'installer en 1 minute. Si vous copiez, ça va prendre parfois plus de 15 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Donc c'est un peu différent l'écriture et la lecture. Donc c'est pour cela. D'ailleurs, vous allez voir quand vous faites avec GitHub, quand vous faites push le code source vers un repository GitHub, parmi les dossiers qui sont ignorés, c'est Node module. Donc c'est ce qu'on va voir. Oui. Et d'ailleurs, si vous l'ouvrez avec IntelliJ, quand vous faites Open, si vous ouvrez le projet avec IntelliJ, automatiquement, dès qu'il détecte qu'il y a package.json, il exécute automatiquement npm install. Donc, c'est-à-dire l'ouverture et télécharge les dépendances. Mais si vous voulez le faire manuellement, il faut la taper tout simplement sur la console npm install. Alors maintenant, le code source. Donc, on va s'intéresser à la structure d'un projet Angular. Donc vous voyez, il y a pas mal de fichiers dans une application Angular, donc on va essayer de comprendre ça. Le premier fichier, le plus important dans la partie là, c'est le fichier index.html. Alors vous voyez ici, nous avons dit qu'une application Angular, c'est une application de type Single Page Application. Alors on va essayer de comprendre comment ça marche. Quand vous lancez un browser, un navigateur, quand vous tapez localhost 4200, le premier fichier qui va s'afficher dans votre browser, c'est le fichier index.html. Alors ce fichier-là, bien sûr, il va charger le framework Angular. Et le fichier plutôt Angular Framework, qui est une librairie JavaScript, c'est un framework. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par exécuter un fichier qui s'appelle main.ts. Alors en fait, le fichier main.ts, alors vous voyez donc tous les fichiers c'est .ts, c'est-à-dire TypeScript. Mais ces fichiers TS, ils vont être convertis en JS. Donc ça, c'est le compilateur qui le fait. Donc le premier fichier qui va s'exécuter dans l'application, c'est main.ts. Alors main.ts, c'est le point d'entrée de l'application, si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'il va faire main.ts? Il va charger un module. Parce qu'une application Angular, c'est une application qui se compose de plusieurs modules. Le premier module qui va être chargé, c'est celui-là, c'est celui que vous trouvez dans votre projet, ça s'appelle app.module. Et app.module, c'est un module qui permet d'afficher quelque chose. Donc, un module, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher ce qu'on appelle les web components. Et qu'est-ce qu'il va faire app.module? Il va charger un composant qui s'appelle app.component. Et app.component, c'est ce que vous voyez ici. Donc on va voir qu'un web component se compose de 4 fichiers. Donc on va voir c'est quoi l'intérêt de chaque fichier. Et app.component, c'est ce qui va s'afficher. Le premier composant qui s'affiche dans votre page, c'est généralement app.component, ça représente la page template, c'est-à-dire c'est le composant principal. Ça s'appelle app.component. C'est celui qui est généré par défaut ici. Alors en fait, les Web Components Angular sont basés sur le pattern MVVM, Model View, View Model. Ça veut dire quoi? Alors, la vue, c'est la partie HTML. Bon, la partie HTML, c'est ce qu'on affiche, n'est-ce pas?
C'est tout ce qui s'affiche dans le composant, c'est la partie view. Mais toutes les données qu'on affiche dans la partie view sont déclarées dans une classe du composant, ce qu'on appelle le modèle. Alors toutes les données qui sont affichées dans la vue sont déclarées dans le modèle. Quand on va cliquer sur un bouton, par exemple, dans la vue, on fait appel à une fonction qui se trouve dans le modèle. Si on change les données du modèle, automatiquement, la vue se rafraîchit. Donc, on n'a pas besoin de faire actualiser la page. Dès que la donnée change, automatiquement, il se rafraîchit, donc la vue. Et quand on va saisir des données dans la vue, ils vont être stockés dans les variables qui se trouvent dans le modèle. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre le modèle et la vue. Et ce lien entre le modèle et la vue, c'est ce qu'on appelle le data binding. Alors, faites le data binding, on va voir tout à l'heure comment le faire. C'est un mécanisme qui permet de lier les données qui se trouvent dans le modèle avec ce qui est affiché dans la vue au format HTML. Alors ça, c'est l'architecture globale. Alors, si on essaie de voir un petit peu le contenu de chaque fichier, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, le fichier index.html, bon, vous voyez ici, il n'y a rien de spécial. Donc, il n'y a rien de spécial, donc c'est une simple page HTML. C'est un fichier généralement que vous n'avez pas besoin de changer. Il est généré comme ça, il va rester comme ça. Qu'est-ce qu'il y a tout simplement? Vous voyez ici dans Body, vous trouverez AppRoot. AppRoot, c'est pour afficher un web component qui s'appelle AppComponent que nous allons montrer tout à l'heure. Alors vous voyez également que dans index.html, vous n'avez même pas besoin d'ajouter, vous ne voyez pas des liens vers CSS ni du JavaScript, parce que c'est au moment de la compilation que le compilateur Angular va ajouter ces liens vers des fichiers CSS et vers des fichiers JavaScript. Alors maintenant, ça c'est le fichier index.html. Et le fichier main.ts, c'est celui-là. La même chose, c'est un fichier généralement que vous n'avez pas besoin de modifier. La seule ligne importante dans ce fichier-là, c'est cette dernière, c'est Platform Browser Dynamic, Bootstrap Module, App Module. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait main.ts? Il va démarrer, il va charger un module qui s'appelle App Module. Alors maintenant, on va essayer de regarder App Module. Alors App Module, c'est quoi? Vous voyez donc le fichier app.module.ts. Il contient une classe qui s'appelle App Module et qui utilise ce qu'on appelle un décorateur qui s'appelle ngModule. Alors en fait, dans Angular, on utilise quelque chose qui est équivalent aux annotations dans Java. C'est ce qu'on appelle les décorateurs. Donc on n'appelle pas des annotations, mais plutôt on l'appelle les décorateurs. Alors donc un module, c'est une classe qui utilise un décorateur ngModule. Et dans un module, on va déclarer tous les éléments, tous les composants qu'on utilise dans un module, ils vont être déclarés dans le module. Par exemple, à chaque fois que vous avez un web component dans le module, il doit être déclaré dans cette partie déclaration. Alors dans la clause ou bien dans la propriété déclaration, vous voyez ici c'est un tableau dans lequel on va déclarer un ensemble de web components. Alors tous les web components qu'on utilise dans une application, dans un module, sont déclarés dans cette partie-là. Alors pour le moment, il y a un seul web component qui est dans l'application, c'est App Component. Alors dans la partie Imports, on importe les modules. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser un autre module externe, donc on peut l'importer. Donc ça se passe dans la partie Imports. On va voir par la suite, par exemple, pour communiquer avec la partie backend, avec HTTP, on aura besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP Client Module. Nous allons voir que dans une application Angular, vous avez ce qu'on appelle les Web Components. C'est généralement les Web Components, c'est la partie la plus importante dans l'application Angular parce que c'est ce qui s'affiche. Mais pour effectuer des traitements, parfois quand vous cliquez sur un bouton, vous voulez effectuer un traitement, par exemple vous voulez envoyer une requête vers la partie backend, récupérer des données JSON et après les afficher. Alors généralement ce travail-là, tout ce qui est les traitements, on ne le fait pas dans les Web Components. On les fait dans ce qu'on appelle les services. Ben justement, ces services, une fois que vous avez créé un service dans votre application, on va le déclarer dans la partie
Providers. Donc providers, c'est pour déclarer les services. Et enfin, il vous reste ici Bootstrap. Alors, dans la partie Bootstrap, on spécifie quel est le web component qu'on va démarrer en premier lieu. C'est-à-dire, dans ce module, quand ce module est chargé, quel est ce qu'on appelle le root component, quel est le web component qui sera chargé. Alors, ici, donc, c'est app component. Alors, c'est la même chose. Donc, ce fichier-là, donc, c'est un fichier qui est généré par défaut. Donc, il va rester comme ça. Mais c'est un fichier qu'on va changer de temps en temps. Par exemple, quand vous voulez déclarer un service, on va le déclarer ici. Quand on veut importer des modules, on va le faire ici. Donc ça, c'est un fichier qu'on va toucher de temps en temps. Alors maintenant, on va regarder le fichier app, plutôt le web component, app component. Alors un web component dans Angular, donc se compose généralement de 4 fichiers. Le premier fichier, ici, comme vous voyez dans app component, s'appelle appcomponent.html. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la partie HTML? C'est du HTML tout simplement, c'est ce qu'on affiche. Mais qu'est-ce qu'on affiche dans ce composant? Bah, regardez par exemple ici, donc je vais afficher Welcome to Title. Alors en fait, c'est quoi Title? Title, c'est une variable qui est déclarée dans la classe du composant. Donc ça, c'est la partie View. La partie HTML, c'est la partie View, n'est-ce pas? Mais après, vous avez un autre fichier qui s'appelle appcomponent.ts, dans lequel on trouve une classe qui s'appelle appComponent. Et dans la classe appComponent, c'est bien ça le modèle, on va déclarer par exemple une variable title, par exemple égale à app. Alors si vous voulez afficher la valeur de title dans cette partie HTML, il suffit d'utiliser par exemple ici title entre double accolade. Alors le fait d'utiliser ici donc title entre double accolade, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle le data binding. Le data binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de créer un lien entre ce qui va s'afficher ici avec cette variable qui est déclarée dans le modèle. Si la valeur de la variable change, automatiquement, elle va s'afficher. Donc on n'a pas besoin de faire un refresh, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est clair? Alors maintenant, un web component, c'est une classe qui utilise un décorateur qui s'appelle component. Alors, dans le décorateur component, on a besoin de déclarer un certain nombre d'informations pour le web component. Il y a le selector. Alors le selector, c'est quoi? C'est le nom de la balise que vous voulez utiliser pour afficher le web component. Alors d'ailleurs, regardez ici, le selector, c'est quoi? C'est approot. Alors si vous vous rappelez, où est-ce qu'on a vu ce approot? On l'avait vu index.html. Donc vous voyez, donc le selector, c'est quoi? C'est le nom de la balise que vous voulez utiliser pour afficher ce web component. C'est-à-dire quand vous créez un web component, vous lui donnez le nom d'un selector, c'est-à-dire c'est la balise que vous voulez utiliser pour l'afficher, pour l'insérer quelque part. Donc vous avez le selector, c'est le nom de la balise, et après dans template URL, on spécifie quel est le fichier HTML des composants, c'est celui-là. Et également, style URL, on spécifie le fichier CSS. Alors ça, c'est le troisième fichier du web component, c'est le fichier appcomponent.css. Donc si vous voulez déclarer des styles CSS uniquement pour ce web component, on le déclare dans le fichier appcomponent.css. Mais si vous voulez déclarer des styles CSS qui peuvent être utilisés pour toute l'application, pour tous les composants de l'application, il faut savoir qu'il y a un fichier ici qui s'appelle style.css. Alors en fait, le fichier style.css, c'est global. C'est-à-dire quand on déclare un style, c'est pour toute l'application. C'est pour tous les web components. Mais quand vous déclarez par exemple des styles dans App Component, il va se limiter uniquement à ce web component. Donc vous voyez donc les trois fichiers principaux d'un web component, c'est quoi? La partie HTML, la partie CSS et la partie TypeScript. Alors maintenant, il reste un quatrième fichier que dans un premier temps que vous n'allez pas souvent utiliser. C'est le fichier appcomponent.spec.ts qui est utile pour faire ce qu'on appelle les tests unitaires. Parce que dans l'ingénierie logicielle, quand vous créez un web component, il faut le tester. Et pour le tester, dans l'ingénierie logicielle, généralement, on crée ce qu'on appelle des tests unitaires.
Et pour créer un test unitaire d'un web component, on le fait dans un fichier qui s'appelle le fichier qui porte l'extension .spec.ts. En fait, Angular utilise un framework JavaScript qui s'appelle Jasmine. En fait, Jasmine, c'est un framework qui est utilisé dans JavaScript pour créer les tests unitaires. Donc, ça veut dire que dans Angular, si vous tapez la commande ngTest, ça veut dire que vous voulez tester le projet. Ça veut dire quoi tester le projet Angular? C'est tester les web components. Alors, quand vous tapez ngTest, il va parcourir le projet. À chaque fois qu'il trouve un fichier .spec.ts, il va l'exécuter et après il va vous dire quels sont les web components qui passent, qui ne passent pas, etc. Alors, dans un premier temps, ce fichier-là .spec.ts, donc vous n'allez pas l'utiliser parce qu'il faut d'abord maîtriser l'architecture de Angular. Mais si vous vous intéressez à la qualité logicielle, c'est-à-dire en entreprise, souvent à chaque fois que vous créez un web component, on va vous demander de créer un test unitaire, donc pour vérifier est-ce que ça passe. Il n'y a pas que en fait pour ça, mais en backend c'est pareil. À chaque fois que vous créez une classe, il faut la tester, donc c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'architecture de base de Angular. Alors maintenant, on va voir comment créer des composants, comment créer les services, comment utiliser les services à l'intérieur des composants. Et après, par la suite, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle le système de routage et comment faire la communication avec la partie backend, avec HTTP Client Module. Alors d'abord, on peut dire qu'une application Angular, c'est quoi? Une application Angular, c'est une application qui est composée de plusieurs modules. Donc quand vous avez un grand projet, généralement, on peut le décomposer en plusieurs modules. Alors le premier module qui est chargé, c'est le fichier app module. C'est le fichier que je viens de vous montrer, c'est le module que je viens de vous montrer. Et qu'est-ce qu'il y a dans un module? Il y a les web components. Alors les web components, c'est la partie view, c'est la partie UI. Tout ce qui s'affiche dans l'application, c'est des web components, c'est la partie la plus importante. Le premier web component qui est affiché, qui est chargé, c'est ce qu'on appelle root component. Alors dans notre cas, c'est quoi le root component? C'est app component, c'est ce qu'on vient de montrer. Mais dans app component, on va insérer d'autres composants. On va afficher d'autres web components et chaque web component peut contenir d'autres web components. Ça veut dire que finalement, la page index.html qu'on voit à l'écran, c'est une hiérarchie de composants. C'est une hiérarchie de composants. D'ailleurs, si vous regardez par exemple cette page comme ça, ici, alors c'est quoi ça? Ben, je vois ici le premier web component qui est chargé, c'est root component. Lui-même contient ce component, il contient celui-là. Celui-là contient celui-là, celui-là, celui-là contient celui-là. Vous voyez? Donc ce que je vois finalement, je vois à l'écran une hiérarchie de composants. Alors c'est ça l'approche basée sur les web components, c'est-à-dire tout ce que vous voyez là, c'est des composants. Une fois j'insère un composant et le réserve une place dans Donc à l'intérieur d'un composant, je peux ajouter d'autres composants et c'est comme ça que ça se passe. Et après on va voir avec le système de routage. Quand je clique par exemple sur un bouton ici, je peux afficher ici un web component. Et quand je clique sur ce bouton, j'affiche un autre web component, c'est-à-dire avec le système de navigation, quand je clique, quand j'interagis, les web components changent. Je supprime celui-là, j'affiche celui-là, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc on va voir comment faire ça avec le système de routage. Donc avec ça, bon, quand on change le contenu en cliquant, on a l'impression qu'il y a plusieurs pages. Mais en réalité, il y a une seule page, c'est single page. Oui. Est-ce que quand on met un composant dans un composant, il y a cette notion d'héritage composant d'un composant ou non? C'est des composants qui sont... Non, c'est plutôt des conteneurs. On ne parle pas ici d'héritage, mais plutôt c'est des conteneurs. Un composant qui contient un autre composant. Donc, dans un module, il y a quoi? Il y a les web components. Donc, c'est la partie, on va dire UI, c'est la partie qu'on va travailler en premier lieu. Mais après, il y a les services. Alors, généralement, quand il y a un événement qui se produit dans un web component, on a besoin d'effectuer un traitement. Et pour effectuer un traitement, on fait appel à ce qu'on appelle un service. Et un service, c'est une classe qu'on va mettre dans l'application Angular
qui contient des méthodes, et ces méthodes vont effectuer des traitements. Généralement, dans le service, c'est dans le service qu'on va envoyer des requêtes HTTP vers le backend. C'est dans le service qu'on va envoyer une requête vers le backend, on récupère des données, généralement en format JSON, et après ces données vont être retournées au web component, et après le web component qui va les afficher. Alors l'utilisation d'un service dans un web component se fait via le mécanisme de l'injection des dépendances. Ça veut dire que pour utiliser un service dans un web component, on va l'injecter. C'est l'injection des dépendances. C'est exactement comme Spring. Avec Spring, quand vous utilisez AutoWired, ou bien quand vous déclarez un service dans un constructeur, c'est que vous faites l'injection des dépendances. Alors la même chose, un service peut être utilisé dans n'importe quel web component via le mécanisme de l'injection des dépendances. Alors tout à l'heure, on va voir comment le faire. Et de ce fait, un service peut être, c'est-à-dire le même service peut être injecté dans plusieurs composants. Donc c'est-à-dire c'est une bonne façon pour partager les traitements. Ouais, donc quand vous créez ici une méthode, vous avez un service qui s'appelle Authentication Service, par exemple, dans lequel vous mettez une méthode, par exemple, isAdmin, c'est-à-dire pour savoir est-ce que l'utilisateur authentifié est un admin ou pas. Ben, ce service-là, je peux l'utiliser dans n'importe quel composant, c'est-à-dire dans n'importe quel web component, je peux savoir est-ce que l'utilisateur authentifié, est-ce que c'est un admin ou non, par exemple. On va voir. Alors ça, c'est les parties les plus importantes dans une application Angular, c'est les web components et les services, d'accord? Alors maintenant, après, il y a d'autres types de web des composants, c'est les directives et les pipes. Alors, les directives, c'est quelque chose qui existe déjà dans HTML, dans HTML5. Alors, par exemple, en HTML, quand vous tapez la commande input, par exemple, type égale à texte, et après, vous mettez, par exemple, required, comme ça. Alors, type. Alors ça, c'est quoi? C'est un attribut. C'est ce qu'on appelle un attribut. Parce qu'en fait, un attribut, c'est... on lui donne la valeur. Mais ici, require, ce n'est pas un attribut. C'est ce qu'on appelle une directive. Une directive, par exemple, avec HTML5, require, ça veut dire que la valeur, elle est obligatoire. Elle est requise. D'accord? Alors, généralement, derrière les directives, alors généralement derrière les directives, il y a du JavaScript qui s'exécute. C'est une fonction qui va faire le traitement. Alors c'est pareil, dans Angular, on peut créer des directives, on peut ajouter d'autres directives et on peut les utiliser dans les web components. Alors, et après l'autre composant, c'est ce qu'on appelle les pipes. Alors les pipes, tout simplement, c'est ce qu'on utilise pour formater les données. Donc on va voir par exemple pour afficher, je veux afficher la date de naissance. Avec Angular, on va utiliser une syntaxe comme ça, date naissance. Et après j'ai besoin, bon la date de naissance c'est une date, mais après on a besoin de la formater. Est-ce que je fais jour, mois, année, ou bien année, jour, etc. Donc ici pour cela, on va utiliser pipe, comme ça. Et on spécifie un pipe qui s'appelle date. Et après, on va spécifier le format. Par exemple, ici, jour, mois, année. Alors ici, donc, ça, c'est date, c'est ce qu'on appelle un pipe. Alors, la même chose dans Angular, on peut créer des pipes. En fait, les pipes sont utilisés pour formater les données dans la partie view. C'est très pratique. Donc, c'est-à-dire, techniquement parlant, un pipe, c'est quoi? C'est une fonction JavaScript qui va recevoir en paramètre cette donnée et il va retourner quoi? Il va retourner une chaîne de caractères qui va être affichée. Alors, sauf que pour ne pas utiliser une simple fonction JavaScript, on préfère utiliser ce qu'on appelle les pipes. C'est plus pratique. Alors, maintenant, dans un premier temps, comme je disais, donc les éléments les plus importants, c'est quoi? C'est les web components et les services. Alors, maintenant, on va voir comment générer un web component. Alors, si vous voulez créer un web component dans une application Angular, on va utiliser la commande ng, generate component. Et on spécifie le nom du composant.
Alors par exemple ici, donc je vais taper ng generate component about. Alors ça veut dire qu'il va vous générer un dossier qui s'appelle about, dans lequel il va générer les 4 fichiers du web component. Alors comme vous voyez ici, il y a about.component.html, about.component.css, about.component.ts, .spec. Ça c'est les 4 fichiers de web component. Si vous tapez encore ng generate component contacts, ben, il vous génère un dossier contact dans lequel il met les 4 fichiers des composants. Oui. Mais c'est quelle est la différence Angular quand on génère des components et générer des pages? Parce que quand on génère des pages, il y a 6 fichiers. Mais quelle est la différence entre les deux? Alors, si vous voulez, quand vous générez parce qu'en fait, dans la base, donc dans le modèle, si vous utilisez la notion de web component, si vous travaillez en modèle component, c'est que vous êtes dans cette logique-là. Vous avez donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez la partie, enfin les 4 composants, c'est-à-dire la partie HTML, la partie TypeScript et la partie CSS et la partie ts.spec.ts, d'accord? Mais après, si vous voulez générer une page, parce qu'une page, en principe, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des composants et il peut contenir des services. Donc, c'est-à-dire, c'est juste des raccourcis pour générer tous les éléments qui vont être utilisés dans une page. Non, c'est la même chose. Mais le plus important, c'est le web component, c'est la base. Mais après, on va voir, par exemple, pour générer un service, on va utiliser ng generate service. Vous voulez générer un pipe ng generate, d'accord? Mais après, si vous voulez générer pour une page, vous voulez générer, par exemple, le modèle, vous voulez générer le service, vous voulez générer le composant en même temps, il y a des raccourcis. Alors, quand vous voyez, donc quand vous générez le component, d'accord? Quand vous générez un component, donc vous allez voir qu'ici, il va vous créer 4 fichiers, create, et après, update. Mais pourquoi update ici? Regardez, qu'est-ce qu'il fait update de quoi? App module.ts, il met à jour. Pourquoi? Parce que nous avons dit que chaque web component que vous créez, il doit être déclaré dans le module. Donc si vous regardez le module ici, le fichier app module, vous trouverez qu'il va être déclaré. Donc avec la commande ng generate component, il crée, mais en même temps il déclare. Il déclare dans le module. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Mais si jamais vous créez le component manuellement, il faut le faire manuellement. Donc, parfois on l'oublie. Donc je ne peux pas utiliser dans un module un web component qui n'est pas déclaré ici. N'est-ce pas? Alors ça c'est l'une de Angular, il a choisi comme ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'une de, on va dire, des critiques parfois qu'on peut faire à Angular, c'est-à-dire pourquoi je suis obligé de le déclarer dans le module, parce que parfois on n'a pas besoin de faire ça. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans la version 14 qui va sortir bientôt, donc c'est la version dans laquelle l'utilisation d'un module n'est plus obligatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle standalone component, c'est-à-dire je peux bien créer un composant qui n'appartient pas à un module, pour se rapprocher à quelque chose comme par exemple les habitudes de React, etc., qui n'utilisent pas les modules. Donc vous voyez, normalement, module, c'est quelque chose qui va faciliter la vie dans les grands projets, mais pour les petits projets, généralement, c'est quelque chose qui peut parfois déranger, pour les petites applications, qui peut déranger, bon, c'est juste entre guillemets, mais il faut y penser. Ça, c'est une contrainte, mais en tout cas, il faut juste savoir que quand vous générez un web component, donc il est déclaré. Alors maintenant, au lieu d'utiliser ng generate component, vous pouvez utiliser les abréviations, les initiales. ng gc. ng g c'est generate, c c'est component. Après, on va voir ng gs c'est generate service. ng gm c'est generate module, etc. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire facilement. Alors donc le web component qui est généré, donc vous voyez, donc vous allez trouver about component HTML. Bon, ça c'est HTML.
Par défaut, il vous affiche quelque chose comme ça, about works, c'est juste pour voir ça. Ensuite, il y a la classe des composants, c'est le fichier aboutComponent.ts. Alors vous voyez donc la classe d'un web component, généralement, c'est une classe qui implémente une interface qui s'appelle onInit. Et quand on implémente l'interface onInit, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir une méthode qui s'appelle ngOnInit. Alors cette méthode ngOnInit, c'est la méthode qui s'exécute au moment du chargement des web components, c'est-à-dire la première méthode qui s'exécute juste après instanciation du web component, c'est ngOnInit. C'est-à-dire si vous voulez faire des traitements, vous voulez faire quelque chose, un traitement au moment du chargement du composant, le meilleur endroit c'est de le faire à l'intérieur de la méthode ngOnInit. Supposons que vous dites j'affiche un composant, mais qu'est-ce que je vais afficher dans ce composant? J'ai besoin de faire appel à un service qui va vers le backend, qui récupère des données que je vais afficher. Donc tout ça, je dois le faire au démarrage du composant, n'est-ce pas? Donc c'est à quel niveau que je vais appeler le backend ou bien le service? C'est dans la méthode ngOnInit. Après, il y a le constructeur. Alors, bien sûr, dans TypeScript, pour créer un constructeur, voilà la syntaxe. C'est comme ça qu'on crée un constructeur dans une classe. Mais par contre, il faut noter que le constructeur, généralement, il est utilisé uniquement pour l'injection des dépendances. Pour le cas d'Angular, c'est-à-dire c'est juste pour injecter des services. Donc, à chaque fois, si vous voulez utiliser un service, il suffit de le déclarer à l'intérieur du constructeur. Donc, ça veut dire que souvent, à l'intérieur du constructeur, on ne fait rien. Si vous voulez initialiser quelque chose à l'intérieur du constructeur, il vaudrait mieux le faire dans la méthode ngOnInit, parce que d'ailleurs ngOnInit, c'est la méthode qui s'exécute juste après le constructeur. Parce qu'une fois que le composant est instancié, c'est ngOnInit qui s'exécute. Ben voilà, le fichier CSS. Alors maintenant, on va regarder un peu Il faut juste noter une chose, que ici, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de selector. Oui. Component, vous voyez, selector ici, égale about. En fait, ce selector-là, il existe trois formes pour associer un selector à un web component. Donc, on peut utiliser selector .appAbout. Ça veut dire que pour afficher ce composant, on va utiliser une balise. appAbout/appAbout. Donc, c'est pour afficher ce web component. Je peux utiliser selector égale appAbout entre crochets. Et dans ce cas-là, comment on peut afficher le web component dans la partie HTML? En utilisant par exemple un div. Et là, j'utilise une directive. appAbout. C'est-à-dire à l'intérieur de ce div, je vais afficher ce web component. La troisième solution, c'est d'utiliser selector égale point. C'est pas très clair. Point appAbout. Alors si vous mettez point appAbout, ça veut dire que pour afficher ce composant, et on va utiliser div classe égale appAbout. On l'affiche sous forme d'une classe CSS. Donc, vous voyez donc dans la partie HTML, vous avez trois formes pour inclure un web component à l'intérieur d'une page HTML. Je nomme les trois formes, soit la balise, soit sous forme d'une directive, soit sous forme d'une classe CSS. Mais dans la majorité des cas, on reste sur la balise. Dans la majorité des cas, mais ça peut être utile de le savoir, parce que parfois pour une raison ou une autre, on a besoin de changer la forme. Donc, en tout cas, c'est le principe. Bien, alors maintenant, dans les web components, je disais donc, l'un des points forts de Angular, c'est le data binding. C'est le lien entre les données qui sont déclarées dans les classes et la partie HTML. Alors, le data binding, c'est quoi? Le data binding, permet de lier des données qui sont déclarées dans la classe des web components et la partie HTML des composants. Le data binding peut se faire dans ce sens par exemple. Il peut se faire dans ce sens, comme il peut faire dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle le data binding bidirectionnel ou bien two-way binding. Par exemple, si vous avez une variable data qui contient des données,
Pour pouvoir l'afficher dans la partie HTML, donc je vais utiliser cette syntaxe, ce qu'on appelle string interpolation. Alors, string interpolation, vous mettez data entre double accolades. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train d'afficher la valeur de la variable data qui se trouve dans la classe du web component. D'accord? Alors, il ne s'agit pas uniquement d'afficher, il s'agit de faire un lien. C'est un data binding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la valeur de la variable data change, ben, le texte va se mettre à jour. D'accord? Alors, il faut juste noter que, en fait, Angular, c'est un framework qui est basé sur ce qu'on appelle la programmation réactive. Reactive programming. C'est le temps réel, si vous voulez. Il y a quelque chose qui s'appelle reactive programming. C'est la programmation réactive. D'accord? Il y a deux modèles de programmation. Il y a la programmation réactive et la programmation impérative. D'accord? Alors, dans la programmation réactive, dans la programmation impérative, moi je suis la vue, je veux afficher une donnée qui se trouve dans le modèle. Ben, à un moment donné, c'est moi qui va vers la variable, je lis la valeur, je l'affiche. Ça, c'est la programmation impérative. Mais si la donnée change, je ne suis pas informé. Donc c'est à moi de faire refresh, d'aller encore vers la variable, de la lire et d'afficher. Donc ça, c'est la programmation impérative, c'est-à-dire ici, donc, généralement dans la programmation impérative, on est plus dans ce qu'on appelle la programmation synchrone. C'est une programmation bloquante. Alors on y arrive. Alors pour comprendre ça, alors dans la programmation réactive, dans la programmation réactive, donc Angular, il est plutôt basé sur la programmation réactive. Et pour faire la programmation réactive, Angular utilise une librairie qui s'appelle RxJS. Alors tous les frameworks JavaScript généralement utilisent cette librairie. RxJS, c'est une librairie JavaScript qui permet de faire la programmation réactive. Et la programmation réactive, cette librairie-là, elle est basée sur un design pattern qui est très connu, qui s'appelle le pattern observer, que vous avez, je pense, déjà étudié. Alors, le design pattern observer, c'est la base de la programmation réactive. Ça veut dire quoi? Je vous explique l'idée principale. Supposons, moi, je suis ce qu'on appelle un observable. Par exemple, je suis un spécialiste dans le domaine de la recherche d'emploi. Ça veut dire que j'ai des contacts avec des entreprises et je reçois des données concernant les offres d'embauche. N'est-ce pas? Alors vous recherchez l'embauche, n'est-ce pas? Vous cherchez le travail. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour être informé sur les nouvelles offres d'embauche? Eh bien, vous allez faire un subscribe chez moi. Moi, je suis ce qu'on appelle un observable et vous êtes des observateurs. Vous allez faire un subscribe. Alors, si vous faites un subscribe chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai votre adresse. N'est-ce pas? Et si j'ai votre adresse, votre téléphone ou je ne sais pas, votre email, etc., j'ai votre adresse. À chaque fois que je reçois des nouvelles données, des nouvelles offres d'embauche, je vous envoie des notifications. À chaque fois que je reçois des informations, d'accord, je vous envoie des notifications. Alors que vous, quand vous faites un subscribe, vous n'êtes pas bloqué. Vous vivez votre vie normale, etc. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ben vous allez recevoir la notification. Vous recevez la notification, vous répondez à la notification et vous continuez à vivre. Donc ça veut dire quoi? Avec ce mécanisme-là, vous n'êtes pas bloqué. C'est-à-dire, c'est de la programmation asynchrone. Alors toute la programmation réactive, elle est basée sur la programmation asynchrone. Et pour faire ça, donc on utilise cette librairie RxJS. Et RxJS est basé sur le pattern observer. Donc quelqu'un qui programme avec Angular, généralement tout ce qu'on utilise, c'est des objets observables, etc. Donc on va voir comment les utiliser. D'accord?
Alors maintenant, quand vous écrivez cette syntaxe-là, data entre double accolade, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce texte que vous mettez dans la partie HTML fait un subscribe vers cette variable. Donc la variable, c'est un observable. Et ce texte-là, c'est un observer. De façon à ce que si la valeur de la donnée change, si la donnée, la data change, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Et le texte va être informé. Donc il se met à jour. Alors, le data binding peut se faire également dans l'autre sens. Par exemple, si vous avez un bouton dans lequel vous mettez l'événement clic égale de sum, ça veut dire quand je clique sur le bouton, je fais appel à une fonction qui s'appelle do sum qui se trouve dans la classe des composants. Donc, c'est quoi ça? C'est un data binding dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est la méthode qui fait un subscribe vers le bouton. N'est-ce pas? De façon à ce que si le bouton est cliqué, la méthode s'exécute. Donc, il y a le lien. Alors, également, on peut faire le data binding dans les deux sens. Par exemple, si vous avez ici un champ de type input dans lequel vous mettez ng model égale data. Vous voyez donc ng model entre parenthèses, entre crochets. Entre parenthèses, ça veut dire data binding dans ce sens. Et entre crochets, ça veut dire data binding dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la valeur de la variable data change, automatiquement, il va s'afficher dans la zone de texte. Il suffit de changer la valeur là, automatiquement, il s'affiche ici. Et si je modifie la valeur dans la zone de texte, la variable va changer. Donc, c'est-à-dire ça se fait dans les deux sens. Donc, techniquement parlant, finalement, c'est quoi? C'est que le input, il fait un subscribe vers data, et la variable data fait un subscribe vers input. C'est un two-way binding. Finalement, c'est toujours le mécanisme. Mais il dit quoi? Donc, si data change, il informe input. Si input change, il informe data. Alors, si vous voulez, ça c'est le point le plus fort de Angular. Donc, chaque framework, généralement, utilise un mécanisme de data binding, mais il se trouve que Angular, c'est beaucoup plus, on va dire, performant à ce niveau-là, comparé aux autres frameworks. Alors, pour comprendre ce mécanisme de data binding, vous voyez, c'est un exemple d'application très simple. Alors, je vois ici, par exemple, dans la classe About Component, donc je déclare un objet info, c'est un objet, égal, dans lequel je mets des attributs. Il y a le nom, email, téléphone. Pour pouvoir afficher ces données-là dans la partie HTML, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser String Interpolation, c'est-à-dire, je vais créer un UL, list item, et là, j'écris directement info.nom, info.email, info.téléphone. Alors ici, donc c'est quoi ça? C'est string interpolation. Donc si la valeur du nom change, ça va changer ici. D'accord? Là, j'affiche l'email et là, j'affiche le numéro de téléphone. Alors ici, vous avez également un champ de type input. Je voudrais que la donnée qui est saisie là, je voudrais qu'elle soit stockée directement dans la variable message. Ici. Alors pour faire ça, donc je vais utiliser tout simplement input. Là, j'utilise ng model égale à quoi? Égale comment.message. Ça veut dire que la donnée que je vais saisir là, il va vers quoi? Il va vers la variable message de l'objet comment. Et si je change message, bon, il va s'afficher dans la zone de texte. Donc c'est quoi ça? C'est un two-way binding. J'ai également ici un bouton. Quand je clique sur le bouton, je voudrais faire appel à la fonction add_comment. La fonction add_comment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur qui est saisie dans la zone de texte, c'est message. D'accord? On va prendre ce qui est saisi dans la zone de texte et on va l'ajouter à un tableau qui s'appelle comments. Et par la suite, ce qui est dans le tableau là, on va l'afficher ici. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je vais saisir une donnée là, je vais la voir directement à ce niveau là. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais utiliser le bouton ici, clic, égale à quoi? Égale add comment.
Bon, add comment sans rentrer dans les détails, ben, je prends la valeur du message et je fais ici this.comment.push, c'est-à-dire le tableau. Je vais ajouter, je vais pousser quoi? Je vais pousser ce message. Ben, il dit quoi? Donc à chaque fois que je vais saisir un message add, ben, il est ajouté dans ce tableau. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? On va faire encore un data binding pour afficher le contenu du tableau. Et pour le faire, on va créer un LI, et on va utiliser une boucle. Maintenant, pour afficher les données des tableaux, donc on va utiliser ng_for. ng_for let c of comments, c'est-à-dire pour chaque c of comments. Donc, c'est-à-dire ce tableau-là, chaque objet de ce tableau comments, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais afficher c.date et c.message. Donc, j'affiche la date du commentaire et j'affiche le message du commentaire. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui s'ajoute dans le tableau, on va le voir ici. Si on supprime quelque chose du tableau, il va être supprimé de là. Alors, tout ça, c'est du data binding. Donc, c'est-à-dire ce que je vois là, c'est juste ce qu'il y a dans le tableau. Si je veux effacer le contenu, ben, j'efface le tableau. Donc, c'est-à-dire, dès que je réinitialise le tableau, ben, tous les messages vont disparaître. Et pour compléter ça, on va ajouter ici un test. Div ngIf comments.length est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Si comments c'est quoi? C'est le tableau, n'est-ce pas? Length, c'est la longueur, le nombre d'éléments du tableau. S'il est supérieur à 0, c'est-à-dire il y a des commentaires. Dans ce cas-là, c'est-à-dire ce div ne va être affiché que si le nombre de commentaires est supérieur à 0. Sinon, else, ben je vais afficher un autre div ou bien ce qu'on appelle un autre template qui s'appelle no comments. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un élément qui s'appelle ng template dièse no comments. Alors, à dièse, c'est-à-dire ID. L'identifiant, c'est quoi? C'est no comments. Donc, ça veut dire que ici, s'il y a des commentaires, j'affiche la liste des commentaires. Sinon, je vais afficher la liste des commentaires et vite. Alors, vous voyez donc ici, ce petit exemple-là, il résume le mécanisme du data binding. C'est clair? Alors maintenant, on va s'intéresser, bon, si vous voulez intégrer Bootstrap avec l'application, parce qu'en fait, quand vous travaillez avec Angular, vous avez le choix d'utiliser un framework CSS pour tout ce qui est le design. Bien sûr, donc dans la majorité des cas, c'est Bootstrap qui est préféré par les développeurs parce que c'est un framework qui est populaire, très mature, très ancien, c'était pratiquement le plus utilisé. Mais également, on peut utiliser ce qu'on appelle Angular Materials parce qu'en fait, vous avez deux modes, donc soit Bootstrap, soit Angular Materials. Alors, si vous voulez travailler avec Bootstrap, donc comment on va l'intégrer? Bon, Bootstrap, c'est une librairie, il faut l'installer. Et pour l'installer, c'est encore npm. On va utiliser npm install Bootstrap, tout simplement, et on spécifie la version. Alors ici, par exemple, la version 3, mais si vous mettez rien, il va télécharger la dernière version, c'est la version 5. Donc, dans notre cas, on va travailler avec Bootstrap 5. Donc, qu'est-ce qu'il fait npm? Comme je disais, npm, qu'est-ce qu'il fait? npm va se connecter, il va télécharger Bootstrap. Où est-ce qu'il va le mettre? Dans le dossier Node module. Mais qu'est-ce qui reste? Cette dépendance, il faut qu'il soit ajouté dans le fichier package.json. Alors c'est la raison pour laquelle on utilise l'option save ici. Quand vous mettez l'option save, c'est-à-dire va télécharger Bootstrap, tu le mets dans notre module, mais en même temps, déclare-moi cette dépendance dans le fichier package.json. C'est très important, pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas save, bon, ça va marcher, votre projet, ça va marcher. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la dépendance n'est pas déclarée dans le package.json. Supposons, vous faites push vers GitHub, par exemple, votre repository. Vous savez qu'on fait un push, vous n'envoyez pas les nodes modules. Vous envoyez le projet, et après, vous allez vers une autre machine, vous faites git clone, vous téléchargez le code source,
et vous tapez la commande npm install, c'est-à-dire vous voulez installer les dépendances. Et quand vous installez les dépendances, est-ce qu'il va installer Bootstrap? Non, parce qu'il n'est pas déclaré dans le package.json. Donc c'est pour cela que généralement, quand vous ajoutez les dépendances avec npm, n'oubliez pas d'utiliser C. Voilà. Alors maintenant, bon, cette partie-là, je vais la laisser après dans la démonstration. C'est la communication entre les composants. Parce que après, vous avez une application généralement, comme on a vu. Tout ce qui s'affiche, c'est quoi? C'est une hiérarchie de composants. Un composant qui contient un autre composant, qui contient un autre composant. La page, c'est une hiérarchie de composants. Après, par la suite, vous avez un besoin, comment faire la communication entre les composants. Comment, par exemple, le composant C6 peut utiliser des données qui sont stockées dans C1. Encore, comment C2 peut transmettre des paramètres vers C6, c'est-à-dire la communication entre les composants. Alors cette partie-là, donc, on va la voir après. Alors maintenant, je vais parler directement des services. Parce qu'en fait, il se trouve que les services, c'est la meilleure façon pour faire communiquer déjà les composants. Donc, au lieu d'aller chercher d'autres solutions un peu plus complexes. Donc, un service, comme je disais, donc les services, c'est des composants qui vont s'occuper de la logique applicative. Alors, l'un des points forts de Angular par rapport aux autres frameworks déjà, comme par exemple React, c'est que dans Angular, dans la base, on sépare la logique présentation avec la logique applicative. C'est-à-dire on ne mélange pas les traitements avec la logique présentation. La logique présentation, c'est les web components. Les traitements, c'est les services. On sépare. Donc vous avez les services qui ont été faits, c'est pour séparer la logique présentation avec la logique métier, avec la logique applicative. Et ça fait partie des bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle. Dans les grands projets, c'est hyper important. Parce que si vous ne faites pas attention, par exemple pour surtout les gens qui travaillent avec React, c'est tellement simple qu'on aime bien mélanger la partie HTML avec la partie script. C'est-à-dire dans le même composant, vous avez la logique complète, et dit que vous avez la logique UI, vous avez la logique traitement. Et quand vous faites ça, c'est qu'après vous allez souffrir au niveau de la maintenance. Et si vous voulez réutiliser le même code, vous voulez réutiliser les mêmes traitements dans d'autres composants, vous allez commencer à faire des copier-coller, vous faites appel à des techniques qui ne sont pas conseillées, c'est vraiment des mauvaises pratiques. Alors c'est la raison pour laquelle dans les bonnes pratiques, il ne faut jamais mélanger la logique UI avec la logique applicative, métier. Bon, la meilleure façon pour séparer les choses, c'est d'utiliser les services. Alors justement, un service, c'est une classe dans laquelle on va mettre les traitements. Et bien sûr, ces traitements-là, pour utiliser un service, on peut l'injecter dans un composant et un service peut être injecté dans un autre service. Alors comment créer un service? Un service, c'est quoi? C'est une classe qui utilise le décorateur injectable et dans lequel on va mettre des méthodes, par exemple save data, get data, etc. Le traitement. Alors pour utiliser un service dans un web component, par exemple ici j'ai un composant qui s'appelle example component. Pour faire l'injection, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement au niveau du constructeur. Alors dans le constructeur du composant, il suffit de déclarer un objet de type qui est précédé soit par private ou bien public, comme ça c'est un attribut de la classe, exemple service de type exemple service. Donc le fait de déclarer un service dans le constructeur, c'est que vous êtes en train de faire l'injection des dépendances. Alors qu'est-ce qu'il fait Angular? Il va chercher ce service-là. Alors si le service n'est pas instancié, il va l'instancier. Mais quand il va l'instancier, il va le placer dans une collection qui s'appelle l'injector. La prochaine fois, si vous voulez encore l'injecter, il ne va pas encore créer une autre instance. Il va injecter le même
la même instance qui est déjà créée. C'est-à-dire une même instance d'un service peut être injectée plusieurs fois dans les composants. Et du moment qu'il s'agit de la même instance, ça veut dire qu'on peut partager facilement. Donc du moment que c'est la même instance qui peut être injectée dans plusieurs composants, ça veut dire qu'on peut facilement partager entre les composants des informations. C'est-à-dire s'il y a des données dans le service, on peut les utiliser dans tous les composants. Donc, la meilleure façon pour partager les traitements et les données, c'est de passer via des services. Voilà. Alors, donc ça c'est pour le service. Alors maintenant, il reste 2 points encore importants. C'est le système de routage et la communication avec le backend. Alors pour travailler, donc je vous disais que Angular permet de créer des applications de type single page application. Et après on peut se poser la question comment on va naviguer dans une single page, comment naviguer entre les composants. Supposons que j'ai ici 2 boutons, About et Contacts. Quand je clique sur About, je vais afficher ici About Component. Et quand je clique sur Contact, je vais afficher ici Contact Component. C'est-à-dire maintenant, je crée un système de navigation. Alors pour faire ça, il faut tout simplement créer ce qu'on appelle configurer des routes. Comment? Dans le module, nous avons besoin d'importer un module qui s'appelle Router Module. Et Router Module, on va le configurer, on va lui donner tout simplement la liste des routes que nous utilisons. C'est quoi AppRoutes? Bon, AppRoutes, c'est tout simplement un tableau dans lequel on va déclarer les différentes routes. Donc AppRoutes, c'est de type routes, c'est un tableau. Chaque route, c'est un objet pour lequel on va préciser le path. Par exemple, ici le path, c'est quoi? C'est About. Et Component, c'est quoi? C'est About Component. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais taper http localhost / about, http localhost 4200 / about, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher about component. Quand je vais taper /contacts, il va afficher contacts component. Donc je suis en train de créer des routes. Alors comment les utiliser? Vous avez ici un bouton about, ici. D'accord? Et vous avez ici, je peux ajouter un attribut qui s'appelle router link. Et vous mettez /about. Ça veut dire quoi? Quand je clique sur about, il va chercher une route dont le path est /about. Et c'est quoi /about? C'est about component. Donc il va m'afficher about component. Où est-ce qu'il va l'afficher? Ben, il va chercher dans la page un élément qui s'appelle router outlet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le système de routage? Vous lui dites je veux /about, il va instancier about component, il génère le rendu HTML des composants. Oui, mais est-ce qu'il va le placer? Il va chercher dans la page là où se trouve router outlet. Donc c'est-à-dire finalement votre composant. Alors quand vous cliquez ici, parce que vous avez une hiérarchie de composants ici. Vous voyez ici, donc je suis dans App Component. Quand je clique sur un bouton, il va m'afficher le composant. Mais où est-ce qu'il va l'afficher? Est-ce qu'il va l'afficher là ou bien là ou bien... Donc il va chercher dans l'arbre l'élément qui s'appelle Router Outlet. Donc là où il va trouver Router Outlet, c'est là où il va le greffer. Donc finalement, c'est Router Outlet, c'est l'endroit de la page où le composant va être inséré. Alors ici donc, dans notre cas, ben, il va s'afficher tout simplement ici. À ce niveau-là. Donc la même chose, quand je clique sur Contact, j'affiche, je fais appel Contacts Component et il va s'afficher à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que je gère ce qu'on appelle le système de routage. Mais ce router outlet sera configuré sur un seul composant ou sur plusieurs composants? Parce que je peux afficher des valeurs dans plusieurs composants. Dans le système généralement, dans la règle, c'est que quand vous avez une route, vous faites appel à un web component. Mais il ne faut pas oublier que le web component lui-même contient d'autres composants.
C'est-à-dire finalement, c'est un composant avec ces enfants qui vont s'afficher. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez afficher, par exemple, si vous voulez gérer en fait de plusieurs éléments à router outlet, vous pouvez le faire. C'est-à-dire dans votre page template, vous mettez un élément router outlet quelque part, un autre élément router outlet, et après vous dites quand vous cliquez, je vais dire ce composant, je vais le placer ici, et celui-là, je vais le placer ici. Donc on peut gérer plusieurs router outlets également, il y a une possibilité aussi. Alors au lieu d'utiliser l'élément, l'attribut router link qui permet de naviguer vers une route, on peut le faire d'une manière dynamique, c'est-à-dire dans le bouton, on déclare l'événement clic. Quand je clique sur le bouton, je fais appel par exemple on about. Ici dans la classe du composant on about, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser 10.router.navigate. Je vais naviguer vers une route qui s'appelle about. Alors sauf que ici router c'est un service qu'il faut injecter. Vous voyez, donc pour injecter le service, il faut le déclarer dans le constructeur. C'est private router de type router. Donc, et après vous l'utilisez. Donc vous avez deux façons pour naviguer, soit d'une manière statique. Si vous avez une route statique, on fait router link. Mais si vous avez parfois des routes dynamiques, par exemple je clique sur le bouton et là j'ai besoin de faire un test, si le test est vérifié, je navigue vers cette route, sinon je vais naviguer vers une autre route. Alors dans ce cas-là, je suis obligé de le faire comme ça. Donc ici dans le code, ici, donc je peux utiliser 10.router.navigate, faire la route que je veux. C'est clair? Ben, il reste le dernier point avant de voir quelques démos, la partie pratique, c'est comment communiquer avec la partie back-end. Donc souvent, Angular c'est pour la partie front-end des applications, mais à un moment donné on a besoin de communiquer avec la partie back-end, et pour cela vous aurez besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP Client Module. Donc il faut importer ce module, et pour utiliser ce module-là, on va l'utiliser dans le service ou bien dans le composant. Par exemple, ici, donc j'ai Authentication Service. Je veux utiliser ce service HTTP, donc il suffit de déclarer un objet HTTP de type HTTP Client. Donc vous injectez ce service. Et après, dans le service, vous créez des méthodes. Par exemple, ici, j'ai une méthode qui s'appelle getTasks. Qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner 10.http.get. Ça veut dire quoi? 10.http.get. Ça veut dire que je vais envoyer une requête HTTP avec quelle méthode? Get. Vers quoi? Vers le host. Et c'est quoi le host? Pour moi, le host, c'est une variable dans laquelle j'ai HTTP localhost 80. Supposons que mon backend, le microservice par exemple Spring, se trouve en localhost sur le port 8080. Donc j'envoie une requête avec get vers HTTP localhost 8080/tasks et je vais retourner le résultat. Mais regardez bien, la méthode get et les méthodes post, je peux utiliser post, je peux faire put, delete, toutes les méthodes. Alors ces méthodes-là, elles retournent des objets de type observable. Pourquoi? Regardez, supposons vous êtes le web component. Moi, je suis le service. À un moment donné, vous avez appelé la méthode getTasks. Vous êtes le composant, vous avez appelé la méthode getTasks. Et moi, dans getTasks, qu'est-ce que je fais? J'envoie une requête vers le backend. Vous savez, quand j'envoie une requête vers le backend, parfois ça prend du temps. J'envoie une requête HTTP vers le backend, j'attends le résultat, je reçois le résultat en format JSON, et après je vous donne le résultat. Si je travaille comme ça, c'est que je suis en train de faire la programmation impérative. Ça veut dire quoi impérative? Ça veut dire quand vous appelez la méthode getTasks, vous êtes bloqué, vous attendez le résultat. Vous attendez jusqu'à ce que je reçois le résultat pour vous donner le résultat. Mais c'est quoi le problème? Si on travaille comme ça, avec la programmation impérative, vous allez bloquer l'interface. C'est-à-dire quand je clique sur un bouton, je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que le résultat soit chargé pour faire autre chose. Alors que Angular, il est basé sur la programmation réactive. Ça veut dire quoi? Je clique sur un bouton, je ne vais pas attendre. Je clique, j'envoie la requête, je clique sur un autre, je peux cliquer là où je veux, j'envoie plusieurs requêtes, et dès que les données arrivent, ils vont s'afficher automatiquement.
Alors comment on va faire ça? Tout simplement, c'est grâce à ce mécanisme de observable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous allez appeler la méthode getTasks, moi j'envoie une requête vers le backend, mais immédiatement, je vous retourne un objet observable. Je ne vais pas attendre le résultat, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que le résultat arrive. Dès que vous appelez la méthode, je vous retourne immédiatement, c'est instantanément. Je vous retourne un objet observable. Et vous faites subscribe sur cet observable. Et quand vous faites subscribe, vous pouvez faire autre chose. Dès que la donnée arrive, vous allez la recevoir et vous allez l'afficher. C'est ça la base de la programmation réactive. Donc, Angular, il est basé sur ça. Donc c'est pour cela qu'il est très pratique dans vos méthodes des services de retourner des observables. À chaque fois, on en retourne des observables. Et comme ça, vous avez un système qui est complètement réactif. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans le composant ici, par exemple, j'ai task component, j'appelle this.authenticationService.getTask. Et quand j'appelle getTask, je dois faire juste immédiatement .subscribe. Parce que getTask, qu'est-ce qu'il me permet de retourner? Observable, n'est-ce pas? Et quand je fais getTask, j'appelle .subscribe et j'attends la donnée. Dès qu'il y a le résultat, je prends le résultat et je le stocke dans cette variable task. Or, dans la partie HTML, j'ai quelque part for each qui permet d'afficher la variable, le tableau task. Ça veut dire que dès que les données arrivent, ben je vais le afficher. Donc, de toute façon, tout ce qui s'affiche, ça peut sembler agréable à voir, facile à manipuler, mais dans la pratique, c'est-à-dire dans la logique de Angular, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez plusieurs composants. Moi, je fais un subscribe, toi, tu fais un subscribe, lui, il fait subscribe. Oui? Donc, quand il y a quelque chose qui arrive chez moi, tu le reçois. Quand tu fais subscribe, c'est-à-dire que tu n'es pas bloqué. Tu passes à autre chose. Donc là, il faut faire attention parce que quand vous faites ici subscribe, d'accord? J'attends la donnée, dès que la donnée arrive. Donc, quand vous faites subscribe, si vous mettez des codes ici, juste après cette ligne, ici, ben c'est des codes qui vont s'exécuter immédiatement. C'est-à-dire, vous faites subscribe, vous passez à autre chose. Même si la donnée n'est pas encore arrivée ici, ben on passe. C'est-à-dire, c'est de la programmation asynchrone. D'ailleurs, l'une des erreurs que vous commettez souvent, c'est que de dire, je vais vérifier, mes données, je n'arrive pas à les afficher. Alors, je fais this.getTask, je fais ça, et j'arrive juste derrière cette instruction, je vais afficher la valeur de tasks. Je fais ici console.log tasks, je vais voir ce qu'il contient. Et à chaque fois, vous trouverez que c'est undefined, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur. Ben, pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites getTasks, vous envoyez la requête. Les données ne sont pas encore chargées, alors que vous êtes déjà là. Ben, c'est normal, quand vous affichez, il n'y a rien. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait, si vous voulez, par exemple, voir qu'est-ce qu'il y a dans Tasks, une fois que les données sont chargées, ben, il faut le faire après cette ligne, ici, à l'intérieur, ici. C'est-à-dire, j'attends les données, dès que les données arrivent, je vais voir ce qu'ils contiennent, par exemple. C'est clair? Alors, voilà. Alors, ça, c'est ce que j'appelle les concepts fondamentaux de Angular. Donc, Angular, c'est un framework. Si vous connaissez ces concepts fondamentaux, c'est plus simple de commencer à programmer des applications basées sur Angular. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vous perdre. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de syntaxe, on voit des choses. Et parfois, vous passez des jours et des jours et des jours, vous faites des choses. C'est après 3 mois d'expérience que vous dites « Ah, je viens de comprendre ». Parce que vous voyez, vous faites parfois des choses et vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas ou bien pourquoi ça marche. Mais après 3 mois, 5 mois, vous dites « Ah, maintenant j'ai compris ». Et finalement, si vous faites des cours comme ça, des concepts de base, donc vous avez compris avant de commencer. Et après, on commence. Voilà. Alors, donc, je pense qu'on va prendre la pause et après la pause, on va faire une démonstration. On va voir un exemple d'application et après, je vous laisserai comme d'habitude la partie pratique, vous allez la pratiquer vous-même.